BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, De quoi je me mail. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, sur tous vos écrans, à la fois en audio, en vidéo, vous le savez, le week-end sur BFM Business. Votre rendez-vous tech du week-end avec au menu de quoi je me mêle cette semaine. Tout à l'heure, on s'intéressera à la marque Honor. La marque Honor qui revient libérée de ses contraintes de Huawei, donc avec à la fois du Google mais aussi des processeurs dernière génération, etc. Et vous verrez que Honor a de très très grandes ambitions, à la fois en Chine où ils sont en train de grappiller des parts de marché à tous les constructeurs de smartphones, mais notamment en Europe et en France. On en parlera avec le porte-parole de Honor qui sera mon invité tout à l'heure. Le hashtag DQJMM bien sûr si vous voulez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle, n'hésitez pas. Et puis la page Facebook bien sûr qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT, cette semaine avec Raphaël Grabli qui est là. Bonjour Raphaël. Salut François. Ça fait trop plaisir de te retrouver dans De quoi je me mêle, Raphaël. Grand plaisir. Tu n'as pas bougé, tu es toujours le même. Ça écoute, fait plaisir. j'espère. Apparemment, c'est ce qu'on me dit. Raphaël Grabli, journaliste à BFM Tech, que vous retrouvez bien sûr sur BFM TV, BFM Business. Et Pierre Fontaine qui est là aussi. Bonjour Pierre. Salut. Rédacteur en chef adjoint à 01net.com. Ça fait plaisir de vous avoir à tous les deux pour commenter l'actualité tech de cette semaine avec une nouvelle, malgré tout, pour débuter assez triste quand même. Hein, c'est la fin d'une époque. Symbolique au moins. C'est symbolique, c'est pas. Voilà. C'est la oui, fin c'est d'une symbolique. époque. C'est une page technologique qui se tourne. Si vous êtes avec nous à la télé, eh bien vous le voyez, puisque derrière nous, vous voyez les iPods et les différentes itérations, les évolutions de cet objet mythique qui nous a tous bouleversés finalement. Et bien voilà, une page se tourne puisque Apple verrouille l'iPod et arrête toute commercialisation, en tous les cas. Finit ses stocks, ouais. Voilà, finit ses stocks. Donc voilà, une page se tourne quand même dans le monde de la tech avec la fin de l'iPod. Pierre, évidemment, c'est un sujet sensible. J'ai pleuré toute larme de mon corps. Avec un article très réussi sur 01net.com sur ce sujet. Voilà, bon, évidemment, on va en parler parce qu'on a tous des souvenirs et sans doute plein de choses à raconter là-dessus. Mais voilà, concrètement, ça y est, c'est fini. Apple tourne la page de l'iPod. Oui, alors ils ont tourné la page. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas dit on arrête de le commercialiser, c'est fini. On le laisse, c'est un peu fin de vie tranquille, quoi. On accompagne Papy et Papy va mourir tranquillement, mais c'est à la fois une fin logique, mais les ventes sont plus vraiment là depuis longtemps. Hein. Depuis 2014, on n'a plus le détail des ventes parce qu'ils en vendent plus assez. Le produit n'a pas vraiment évolué non plus. L'iPod Touch, qui est le dernier iPod encore vendu, c'est mine de rien un iPhone Lite. Oui, donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est un iPhone sans télécom. C'est ça. C'est effectivement, c'est un écran tactile. Voilà, alors c'était vendu comme la porte d'entrée dans l'univers iOS pour ceux qui voulaient pas fournir un iPhone à leurs enfants, par exemple, parce qu'on pouvait effectivement passer des appels en Wi-Fi, etc. Mais donc ouais, c'est l'esprit du baladeur originel. J'allais dire, est mort depuis longtemps, non, parce qu'il était toujours là. Et puis de toute façon, surtout, il s'est incarné dans le meilleur iPod jamais créé, qui est l'iPhone. Hein. C'est Steve Jobs qui le disait, c'est pas moi. Hein. Exactement. Et donc, l'iPod est mort, vive l'iPod, il continue. En fait, il a essaimé. Hein, sans lui, il va y revenir, mais sans lui, pas d'iPhone, pas d'iPad, pas de Watch. C'est en fait la phase de création de l'iPod et de développement ensuite de l'iPod a permis à Apple de faire ses gammes dans beaucoup de domaines qui ont ensuite permis la création de l'iPhone. Raphaël, une page qui se tourne, hein, qu'elle soit alors notre métier de journaliste bien sûr, mais aussi personnellement comme des millions et des millions de gens, on a tous été bercés par le son de ces produits. Bah oui, alors à titre personnel, après en plus ce qui est sympa c'est que chacun le vit avec sa génération évidemment. Donc moi quand je vois les premières itérations de l'iPod derrière toi, et finalement c'est aussi le contenu qui est intéressant, c'était l'album de Gorillaz qu'on a tous écouté au début des années 2000 qui était absolument génial. Et c'est marrant que ce soit celui-là qui soit affiché dans les images d'Apple parce que c'est vraiment, pour moi, c'est lié à cette époque-là. Et c'est vrai que l'iPod en France, quand on voyait les premiers, ça paraissait incroyable. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais
J'avais pas le budget pour l'iPod, évidemment. Donc j'avais mes clés, c'était le début des clés. Alors j'avais clés MP3. J'ai eu mon mini-disque, après j'avais mes Discman, et puis après j'avais ma clé MP3, un peu toute pourrie, on va pas se mentir. Hein. C'est quand même une sorte de clé USB avec une prise jack. Le mini-disque, qu'est-ce que c'était top ça quand même à l'époque. C'était génial, on en parlait avec Pierre. Sony, franchement, ça, c'était génial. C'était des produits tellement beaux et puis incroyables, enregistrés en numérique. Alors voilà, si vous avez 15 ans, vous dites, c'est les vieux pépés qui parlent, mais à l'époque, enregistrer en numérique du son, c'était impossible sur un format aussi compact. Et voilà, Sony arrivait avec ce truc-là. Moi, j'avais économisé pendant des mois pour m'offrir un mini-disque. Ça coûtait un bras. Ce truc-là. Ça coûtait cher, C'était dingue. Ça coûtait cher, mais n'empêche que le format était génial. Et après, les mini-disques vierges coûtaient une fortune. C'est ça, ça coûtait très cher. Mais c'était top. Enfin, moi, je m'en servais pour faire des interviews dans le cadre de mes études. C'était génial. C'était incroyable. C'était beaucoup moins cher qu'un Agra. Et bien sûr. Et moins encombrant. Effaçable à l'infini. Voilà. Il y avait quelque chose. Bon, on s'égare peut-être un peu là. Mais oui, après l'iPod, vraiment, ce que ça a changé, c'est la consommation musicale. Parce que c'est vrai que c'était le pré-iPhone. Par contre, dans l'ergonomie, ça n'avait rien à voir. Enfin, en tout cas, dans la version AMOLED. Mais finalement, c'était le début du nouveau business model, enfin, tout à fait. Du nouveau avant le streaming. Et de la musique téléchargée. De la musique téléchargée. C'était l'an 1 de la musique téléchargée. C'est Apple qui a créé le morceau à 99 centimes. C'est le morceau à 99 centimes. C'est ça. Et ça, c'était génial de pouvoir acheter aussi un. Alors, il y avait les CD 2 titres à 32 francs, je me souviens, qu'on s'achetait pour les anniversaires. Les CD 2 titres à 32 francs. Mais. La différence avec l'iPod, là, c'était quand on se les achetait pour soi, c'est qu'on achetait n'importe quel morceau d'un album. C'est-à-dire qu'on n'achetait pas le single qui sortait ou les 2-3 singles de l'album. On achetait n'importe quel morceau. Et donc voilà, c'est marrant, ça s'affiche iPod plus iTunes. Et pour moi, les deux sont évidemment intimement liés. Et puis, ce qui est important chez Apple, je trouve, alors, ça arrivait après une période très compliquée chez Apple. Mais évidemment, depuis, entre la presque faillite et l'iPod, il y avait évidemment eu les iMac qui avaient renoué avec le succès. Mais pour moi, l'iPod, c'est le premier vrai carton d'Apple pour les gens qui n'avaient pas d'ordinateur Apple. C'est-à-dire que c'est là où Apple sort de l'ordinateur. C'est la première fois finalement. Il y a eu des tentatives. iTunes est arrivé assez vite finalement sur le PC. Au bout de 2 ans. Ouais, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Raphaël dit il y a l'iMac. En fait, l'iMac, c'est le point de départ d'une nouvelle stratégie. Jobs revient aux affaires 97, paf. Il lance les iMac qui vont être finalement des Mac presque pour tous, et surtout qui vont devenir ce qu'Apple appelait, ce que Steve Jobs appelait le Digital Hub, c'est-à-dire c'était le centre de la vie numérique de toute la famille. C'est pour ça que l'iPod s'appelle iPod, d'ailleurs. C'est un pod, comme les capsules spatiales qui s'arriment. C'est une capsule. Donc c'est un pod qui s'arrime à l'iMac. Voilà. Et en fait, donc dans cette volonté de faire un hub numérique, il y avait, il faut de la vidéo. Alors on va faire donc la suite logicielle iLife. Et pour la musique, Apple avait pas grand-chose. Et Steve Jobs, qui avait un art de sentir les marchés, a dit mais ce que fait la concurrence en termes de baladeurs numériques, excusez-moi l'expression, mais c'est de la merde. Il disait crap, donc c'est ça, c'est de la merde. C'est absolument de la merde. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Il n'avait pas tort, hein, c'est sûr. Non, mais il avait complètement raison. Enfin, pour qui c'est effectivement essayé aux petites clés USB flash. C'était un shuffle, qui mettait pas grand-chose en musique, qui était pas terrible. Ou alors il fallait se promener avec un disque dur énorme, qui avait pas une grosse autonomie, qui avait et systématiquement il y avait une ergonomie catastrophique. Il y avait quelque chose à faire. Et Apple l'a fait. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a tendance parfois à revoir l'histoire en disant Apple a fait tout ça tout seul. En fait, non. Ils ont commencé et c'est une suite un peu de rencontres et de coups de bol, quoi. Parce qu'ils ont lancé, donc Steve Jobs dit à son vice-président hardware, Rubinstein, dis donc John, ça serait simple, il s'appelle John. Dis donc John, ça serait bien que tu fasses quelque chose là-dessus. Donc le type dit ok d'accord, on va commencer à faire quelque chose. Et coup de bol, il discute sur autre chose avec Toshiba qui dit nous on a un petit disque dur. On ne sait pas quoi en faire, franchement. Ouais, il est bien, hein, franchement, technologiquement, c'est chouette, mais on ne sait pas quoi en faire, c'est trop compact. Mais c'était la révolution d'avoir autant de stockage dans un volume aussi petit à l'époque. C'était incroyable. Stable. Et 5 gigas, vous vous rendez compte à l'époque ? Et effectivement, alors on pouvait courir avec les premiers, bon, c'était un peu lourd, mais il n'y avait pas. Le problème du disque dur, c'est les têtes de lecture, dès qu'elles sautent, ça plante tout, quoi. Et là, ils avaient mis un peu de mémoire tampon, ils avaient réussi à stabiliser tout ça pour faire en sorte qu'on puisse effectivement marcher dans la rue sans avoir de saut de morceaux. Et donc,
il y a ce premier travail de Rubinstein, et puis à un moment, ils disent il faut qu'on passe à l'étape d'après, il faut qu'on accélère les choses. Et donc début 2001, Rubinstein prend son téléphone et appelle un type qui est en train de faire du ski qui s'appelle Tony Fadell. Et Tony Fadell, lui, il est passé par Philips notamment, donc où il a bossé. Philips qui était en pointe à l'époque sur la musique dématérialisée. Puis moi j'ai des idées. Et en fait, Tony Fadell va commencer à bosser donc tout début d'année 2001. Et donc je vous rappelle, c'est 23 octobre 2001 la sortie du premier iPod. Donc début 2001, rien n'est fait. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en 9 mois, les gars, ils ont... Voilà. Sachant qu'actuellement, un iPhone, c'est 3 ans de décalage. Après, il n'y a pas les mêmes enjeux. Quand Apple est arrivé avec son iPod, les gens ont fait mais qu'est-ce qu'il vient de faire sur la musique ? Il n'y a pas d'enjeu. Le choix de la salle où Steve Jobs a présenté son truc, c'était un des petits auditoriums de l'Infinite Loop. Donc on ne se met pas la pression, on ne va pas faire ça pendant une WWDC, tranquille. Tranquille, oui, parce que personne... Enfin, voilà, c'était un marché... C'était un marché énorme avec du potentiel, mais il fallait... Le CD était encore maître à l'époque. Il faut quand même se... Et puis, Napster commence à faire très très mal. Alors voilà, c'est ce que je disais, c'est que là, il y avait vraiment déjà la vague, le tsunami du piratage, du MP3, du fameux MP3 qui était partout. Et on se souvient des Casa, des Napster, de tous ces logiciels. Oui, on avoue de temps en temps, on se servait accidentellement de ces logiciels, c'est vrai. Moi, de temps en temps, je me retrouvais moi, avec j'ai eu quelques petits albums aussi. Voilà, c'était la vie. Mais c'est vrai que, en plus, Apple était quand même... Steve Jobs était mal vu parce qu'il vendait ses titres avec des DRM. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'était une tannée, quoi. C'est-à-dire qu'on prenait ces chansons, on les achetait, et on pouvait les transférer que sur des iPods parce que autrement ça ne marchait pas. Enfin, c'était toute une pagaille. En fait, on les achetait pas. Et c'est pas Bruce Willis qui avait eu un procès comme. Enfin, il avait renoncé, je crois, au procès. Ouais. Il me semble qu'il y avait une question. Bruce Willis voulait offrir, parce que c'était apparemment un gros consommateur, un gros acheteur de musique sur iTunes, et il voulait léguer en fait sa bibliothèque iTunes. Et en fait, il pouvait pas. Et en fait, quelque part. Même quand on achetait, on n'était pas propriétaire, parce que quand on est propriétaire, DRM, c'est ça, on peut léguer, et en fait, c'était un droit d'usage. Mais c'était pas un droit de propriété. Et évidemment, ça, pour le marché de l'industrie musicale, ça a bien arrangé. Après, c'était la pression des majors, c'était pas Apple. Parce que Steve Jobs a toujours été obligé de composer avec les majors. Et c'était des discussions parfois qui étaient assez semblantes. Il n'était pas friand de l'ouverture non plus. Non, on peut pas dire. Mais c'est malgré tout, c'est quand il a commencé à y avoir des problèmes avec l'Europe, justement, sur les verrous, etc., et que lui dit, écoutez... Faites pression sur les majors, nous on arrêtera les DRM. Et qu'effectivement, peu de temps après, EMI a fait nous on arrête les DRM sur le iTunes Music Store, c'est là que ça a basculé. Mais juste pour rembobiner un petit peu sur l'iPod, donc en fait, on se retrouve début janvier, Tony Fadell commence à travailler. En avril, il va présenter 3 prototypes à tout le top management d'Apple, dont Steve Jobs, et il va proposer donc deux trucs dont il n'est pas super fier, un troisième où il sent qu'il y a quelque chose quand même, évidemment c'est le troisième qui va plaire, et pendant la même réunion, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a Phil Schiller, qui est toujours un peu plus discret maintenant, mais qui est toujours dans la galaxie Apple, qui lui a proposé un autre prototype avec une idée ergonomique géniale, c'est la fameuse molette. C'est lui, en fait, c'est Phil Schiller. Avec le bruit. Voilà. Je le fais bien. Et puis les petits boutons autour au départ. Après, il y a la scroll wheel. Sur le bruit du réveil aujourd'hui, quand on change l'heure, c'est pas le bruit encore un peu le même ? Oui, c'est vrai. C'est vrai quand on fait exactement. Je me demande si c'est pas le même bruit bruit un peu mécanique. Non, mais c'est vrai. Mais j'espère qu'on continue parce que c'est. De cliquetis, en fait. Il est assez jouissif d'ailleurs ce bruit. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est exactement le tout le temps. Parfois, je me réveille à 16h juste pour. Et donc voilà. Après, on sait que évidemment. Ce qui a mis un coup dur, il faut quand même, après si on remonte un petit peu dans le temps, ce qui a mis un coup dur après aux iPods, c'est l'arrivée de Spotify, parce que ça a été, on va dire, quelque chose que Apple n'a pas su tout de suite s'accaparer. Apple pendant longtemps est resté sur le marché du téléchargement du titre ou de l'album. Spotify est arrivé et a révolutionné en quelque sorte la musique avec un abonnement où on était en illimité, et en plus c'était fait pour le smartphone.
smartphone. C'est peut-être ça aussi qui a un peu cassé après la dynamique de l'iPod, non? Enfin, oui ou non. Je dirais que c'était le dernier clou dans le cercueil, peut-être. Mais très rapidement, en fait, ce qui a tué l'iPod, c'est l'iPhone, en fait. Parce que, oui, bien sûr. Parce que c'était un iPod avec lequel on pouvait téléphoner. Oui, non, mais ce qui est drôle, c'est la meilleure année de vente de l'iPod, c'est 2008, c'est 54 millions d'iPod dans l'année. Donc c'est pas mal, c'est impressionnant. 54 millions, c'est ce que vend Apple actuellement en iPhone en un trimestre. Oui, c'est ça. Un trimestre. Pas les meilleurs. Hein. Généralement, c'est le deuxième trimestre de l'année. C'est ça. C'est le petit trimestre. Le dernier. C'est-à-dire que c'est pas le plus bas. En fin d'année, ils sont quoi, à 80 millions, je crois. Oui, c'est un trimestre moyen. Ouais, c'est ça, il y a celui de Noël qui est toujours au top. Ouais. Le deuxième redescend un petit peu. Celui de juillet est vraiment en creux. Et puis ça repart. Ouais, c'est ça. Donc, et très rapidement, en fait, en l'espace de 2-3 ans, les iPhones se sont vendus plus que les iPods. Donc en fait, ce qui a tué, et ça c'est le fruit d'une politique qu'Apple a jamais eu peur d'appliquer, c'est il vaut mieux se cannibaliser soi-même que de laisser les autres nous cannibaliser. Donc ils ont dit, on a un iPhone qui est, je le répète, le meilleur iPod jamais sorti, et ça marche, et les gens s'y mettent, et puis les smartphones qui sont engouffrés dans la brèche iPhone ont évidemment permis aussi d'écouter de la musique. Donc ce qui a tué l'iPod, c'est les smartphones en fait. Et effectivement, le passage au streaming, qui est une nouvelle évolution de la dématérialisation de la musique, en fait, l'iPod n'a pas pu s'y engouffrer parce qu'il n'est pas cellulaire, il est juste Wi-Fi. Ce qui limite les usages, même si on peut toujours télécharger ses morceaux, etc. On peut installer Spotify, mais tu peux avoir du Wi-Fi ou télécharger tes playlists. Mais ça limite les usages. En fait, c'est ça. En fait, ce qui a tué le touch, c'est l'itération d'après. Oui, c'est clair. Mais pour terminer, juste, je trouve que finalement l'iPod Touch, alors il y a plus de stocks aux US, il reste des stocks en France. Je me dis, n'empêche, pour je sais pas moi, une flotte d'entreprises, on a des restos, on a besoin de petits appareils pour prendre des commandes, des machins. Enfin, ça coûte 250 €. Il y a la puce de l'iPhone 7, c'est quoi? C'est la A10 ? Oui, qui suffit amplement pour faire... 250 €, je me dis, moi j'ai une petite boîte, il faut que j'en achète 100. C'est Wi-Fi. Incroyable. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que finalement, je me demande, à mon avis, les ventes, ça devait être ce genre de choses. Parce que, ou alors, effectivement, comme tu disais, le premier smartphone pour un enfant, où au moins il se connecte à la maison. Mais effectivement, il y a plein de magasins aux États-unis où les vendeurs se promenaient avec un iPod Touch pour prendre les commandes. Clair. Mais au-delà de ça, et c'est un peu après, c'est un peu sentimental, mais franchement, mon premier émoi d'un beau produit high-tech, alors évidemment, il y avait les mini-disques, etc., mais l'iPod Nano de seconde génération, moi, que je trouve le plus bel iPod. Franchement. Ce que j'allais dire quand on l'a vu passer. C'est vrai. Il est sublime, très fin. Ce côté laqué. L'écran. Moi, j'avais le noir qui était sublime. Le petit écran qui était de bonne résolution quand même. Alors que l'écran servait à pas grand-chose. Bon, ça servait à regarder les trucs et tout. Vignette et puis interface, quoi. Voilà, il y avait de la couleur, quoi. Et voilà, on pouvait même mettre des photos. Après, on pouvait hacker ces trucs-là, faire des trucs et tout. Mais c'était génial. Franchement, enfin voilà. Une page technologique qui se tourne, les amis. C'est comme ça. On pourra en parler encore pendant des heures. Oui, et si vous voulez retrouver Pierre nous parler de tout ça, alors bien sûr, 01net.com avec un article très sympa. Et puis dans le 01 Hebdo que je présente avec Jérôme Colombin, où on revient aussi sur la disparition de l'iPod. La pub que tu as derrière toi, qui était excellente. Oui. Ce fameux iPod Nano, il me semble. Voilà, c'est celui-ci. C'est juste magnifique. Génial, Cette pub, on la voit, on a envie de le racheter. Franchement, on a envie de le racheter. On a envie de le racheter. Ouais. Mais je suis persuadé que dans quelques années, ces bijoux-là, si vous l'avez neuf et tout dans un truc, ça coûte une dinde. C'est pas pour rien qu'il est en rupture de stock aux US. Mais évidemment. À mon avis. Évidemment, il y a des petits malins qui, pour peu qu'on rajoute un NFT dedans, là, on est bon. C'est clair. N'empêche, la même journée, la fin de l'iPod et la fin du mot de FIFA. Vidéo. Ça fait beaucoup quand même. On va devenir vieux là quand même. Ça fait alors des FIFA, émois, le produit reste quasiment le même, mais quand même symboliquement, il n'y a plus d'iPod. FC eSport FC. eSports FC. Voilà. Bon, ça va être moins. Ça fait moins. On dira toujours FIFA. C'est comme l'accord Hotel Arena, là, on dit Bercy, c'est pareil. Dans l'actualité aussi, alors cette fois-ci plus récente, parce que maintenant il faut se tourner vers l'avenir, les amis. C'est Google qui, a présenté donc sa nouvelle Google I.O. avec cette keynote de présentation. Vous le savez, chaque année c'est un grand rendez-vous qui est dédié aux développeurs et qui projette en fait Google dans les mois et les années qui viennent en termes d'innovation. Pas mal de choses ont été annoncées. Alors nous, on a pu la vivre sur 01 TV 2 heures de keynote quand même. Il fallait s'accrocher. Qu'on vous a retransmise en direct.
Pas mal de choses. Qui commence par quoi, Raphaël, peut-être? Qu'est-ce qui t'a marqué? Puis après, Pierre, on y va. Je vais commencer par le plus évident, c'est-à-dire, si on parle de produits, la première watch, c'était la Pixel Watch. Alors ça sort en fin d'année, c'est la première concurrente d'Apple. Alors moi, la question que je me pose, parce que franchement, ils l'ont montré, mais il y a très peu de photos, on ne sait pas grand-chose. Le communiqué de presse, ce qu'ils disaient pendant la conf, on ne savait pas grand-chose. Après, il faudra voir les usages. Moi, forcément, je suis curieux de voir à quel point ces différentes Fitbit, parce que Fitbit, sur les chiffres de vente, c'est quand même pas la folie. Donc, on comprend qu'ils sont en train de ramener quand même pas mal de fonctions de Fitbit, qui sont d'ailleurs excellentes. Franchement, les bracelets Fitbit et les montres Fitbit sont vraiment super. En tout cas, design réussi, moi je trouve. C'est personnel, mais très épuré. Voilà. Joli. On va voir comment ça résiste au choc et tout ça. Mais le petit film qu'on voit avec la molette qui est bien mise en avant, ça rappelle un peu forcément la couronne digitale. La couronne de l'Apple Watch. Enfin bon, mais en même temps, les montres d'avant avaient un comptoir. C'est déjà. C'est juste un clin d'œil effectivement aux montres ancestrales. Voilà. Mais effectivement, Apple l'a tellement bien utilisé qu'on a. C'est ça. Voilà, ils le remettent en avant. Mais en tout cas, design réussi. Moi, c'est le produit qui m'attire le plus parce que j'ai envie de voir ce que fait Google en tant que Google là-dedans. Ils n'ont pas dit grand-chose sur la montre. Ils ont rien dit, franchement, ils ont rien dit. Fonction santé, ils sont passés à côté. Mais en même temps, ils ont parlé du CISA, donc le smartphone qui arrive le plus vite, leur petit trou wireless, leur casque sans fil. Mais après, moi je trouve, qui suis plus habitué à suivre Apple, c'est assez stupéfiant de dire. Alors, on va vous parler d'un produit qui va sortir en fin d'année, un smartphone qui est notre tête de pont pour vendre des trucs en fin d'année, et une tablette qui sort en 2023. Et hop, on vous les montre. C'est juste pour envoyer un message, en fait. Le message, il est clair, c'est l'année dernière, on nous a introduit notre premier SoC. Maintenant, au niveau du matériel, on est sérieux et on y va. C'est un peu ce que font les fabricants chinois, je trouve. Les marques chinoises font comme ça aussi de temps en temps, montrent la photo du produit bien avant la teasing en fait. C'est du teasing. Moi sur les smartphones Google, je crois que, moi je suis évidemment très convaincu de ce qu'ils font. Je trouve que c'est les meilleurs smartphones Android, mais c'est aussi en photo, je trouve que c'est phénoménal, juste phénoménal. En plus, alors là pour le coup, on voit quasiment que le design. Alors ça c'est le CISA, mais le 7. Je trouve qu'ils l'ont bien fait évoluer aussi, c'est vraiment très sympa. Ils commencent à trouver une identité quelque part avec leur fameuse barre. Moi, ça me fait penser à Robocop un peu, mais franchement, ils commencent à trouver leur identité. Et finalement, je me disais un truc, on en est au 7 quand même. C'est-à-dire qu'on se dit toujours Google, ils arrivent dans le produit. Voilà, on voit le 7 justement qui apparaît, que je trouve assez sympa. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'arrière, ça risque de ressembler aux nouvelles encoches de l'iPhone à l'avant avec les. Et puis le 7 Plus ou Pro, je ne sais plus comment ils appellent ça. Le 7 Pro, il a un troisième capteur. Exactement, justement, on voit les trois capteurs. Et ça, quand on voit l'expertise de Google en termes de traitement d'image, etc., c'est alléchant. Quand on voit ce qu'ils faisaient avec un capteur, avec 2, donc là avec 3, je pense que ça peut être assez phénoménal. Et donc je dis, on est finalement au Pixel 7, donc ils commencent à avoir une maturité. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à les vendre, parce que, quand je dis à les vendre, c'est à produire, à livrer, à les mettre en valeur, à faire des vraies campagnes marketing. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que moi, franchement, si je recommande un Android, en général, c'est un Pixel. Et finalement, la place qu'ils ont sur le marché, sachant que c'est Google quand même. Mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu serrés aux entournures avec tous leurs concurrents directs qui sont leurs partenaires? Oui, c'est ça le problème. Disons qu'il y en a un qui peut le faire, c'est Microsoft avec leur Surface. Ils sortent des produits qui sont concurrents. La différence, c'est que les produits Google sont bons. Alors, Surface, ils sont... Non, Surface, ils sont... Microsoft, si tu nous regardes. Non, Surface, les très haut de gamme sont bien. Le Surface Go... les trucs d'entrée de gamme, c'est moins bien. Mais c'est la même philosophie. Alors que l'entrée de gamme de chez Google, elle est top. Il y a un point sur lequel... pourquoi... On peut supputer, en tout cas, que pourquoi Google ne s'est pas imposé tant que ça sur les smartphones, outre effectivement la difficulté de composer avec les partenariats divers autour de lui, c'est que jusqu'à présent, il l'a fait, j'allais dire presque du bout des lèvres en fait. Moi, le vrai virage, c'est en fait choisir la voie que d'ailleurs certains gros acteurs chinois ont choisi, c'est la voie Apple, c'est on intègre, on commence à développer le processeur, c'est nous qui le contrôlons, comme ça nous permet de faire des choses particulières. Le Tensor, c'est génial, parce que la vraie force
la vraie force de Google, c'est quoi? C'est le soft, c'est l'IA. Et avoir une puce qui n'est pas forcément plus performante qu'un A15 Bionic ou peu importe, qui n'est pas forcément la puce la plus performante, mais qui est pensée de but en blanc pour faire tourner tout ce qui est modèle d'intelligence artificielle en local extrêmement bien et de mieux en mieux, ça c'est une vraie force. Et c'est moi, l'année dernière, c'était un peu le rang 1 en fait. C'est l'année de la révélation. Et alors, on pourrait rembobiner à 2019, la dernière keynote en public, où il y avait un petit peu de classe, on va dire, où ils ont aussi introduit un concept, l'ambient computing. Et là, moi, je trouve que après 2 ans un peu mou, on commence à comprendre ce que c'est l'ambient computing. Et les Pixel 6 étaient un début, les 7, à mon avis, vont s'inscrire là-dedans. En fait, c'est de la puissance partout pour accéder où on veut à notre service, à l'information. Parce que la Google I.O., elle commence toujours par nous, ce qu'on fait, c'est prendre l'information, la mettre en forme pour que vous la trouviez partout. En fait, c'est leur fond de métier et tout leur service. Search, Maps, tout ça, c'est de l'information pour que vous la trouviez, pour que vous puissiez avoir... Et de plus en plus ergonomique. De manière naturelle, etc. Voilà. Et ces produits-là, en fait, c'est l'ambient computing. Le Google est en train de mettre ça en place. Et la dernière, d'ailleurs, la chute de la Google I.O. sur cette espèce de prototype d'anti-Google Glass. Hein, cette paire de lunettes... C'était le truc de Glasso, hein, c'était ces espèces de kékés qui... Regardez, j'ai des lunettes, machin. Là, c'est un usage, ça fonctionne a priori bien. On voit vraiment qu'il y a une réflexion et c'est chaque fois, ces produits-là, on est là pour servir un usage et vous soumettre de l'information. C'est la force de Google en fait. Ils ont trouvé leur voie, je dirais, d'un point de vue matériel. Alors rappelons, je ne sais pas si tu as vu cette paire de lunettes étonnante à la toute fin de cette keynote, c'était un peu le One More Thing de Sundar Pichai. D'ailleurs, c'était juste une petite vidéo, il n'y a pas eu d'explication, etc. Cette paire de lunettes que tu chausses sur ton nez et qui te permet d'avoir une traduction en temps réel d'une personne qui est en face de toi qui parle d'une autre langue avec un sous-titrage en réalité augmentée dans tes lunettes ou la traduction via la conduction osseuse dans les branches des lunettes. C'était des lunettes un petit peu plus grosses, oui. Ça fait grosses lunettes un petit peu à gros... voilà, un peu les lunettes d'Ugly Betty, je ne sais pas si tu vois, mais finalement, c'est très intéressant. Et il y avait un peu d'émotion dans cette vidéo aussi, comme ils savent faire, parce que voilà, il y a l'obstacle de la langue est un vrai problème parfois, et là, on comprenait que cet obstacle était levé. En fait, il sous-titre ta vie, finalement. Et voilà, on voit, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit les images là, c'est quand même assez impressionnant. Et ça n'a rien à voir avec les Google Glass. Non, bien sûr. C'est un usage en fait, mis en avant. Je trouve qu'ils ont compris que leurs produits devaient servir leur mission, en tout cas leur savoir-faire premier. Et pas partir dans tous les sens avec un produit. Voilà. Et la traduction, c'est vraiment un fil rouge chez Google. C'est incroyable. C'est grâce à l'IA, grâce à la quantité aux algorithmes qu'ils entraînent depuis des années, quand on voit les traductions, alors pas toujours réussies, mais d'une vidéo YouTube à la volée. Maintenant, c'est 16 langues, je crois. Enfin, il y a un savoir-faire, il y a deux savoir-faire surtout. Il y a le premier savoir-faire, c'est de capter le son et le transcrire en mots dans la langue originale. C'est-à-dire que si on prend aujourd'hui le sous-titrage automatique de YouTube en français, une vidéo en français, c'est déjà quand même vachement bien. Et derrière, l'intelligence artificielle pour la traduction en elle-même. Et là-dessus, moi, je suis impressionné des progrès. Enfin, c'est hallucinant par rapport à il y a 5 ans. Mettons, il y a 5 ans, c'était déjà correct. Il y a 5 ans, on pouvait l'utiliser pour comprendre quelque chose. Bon, c'était un peu moche, quoi. On comprenait le sens, mais c'était pas très beau. Là, franchement... parfois, sur Chrome, j'ai des traductions automatiques. C'est impressionnant. En fait, je lis, puis avant de m'apercevoir que c'est traduit. Alors qu'avant, quand c'était traduit, on le voyait rapidement. Mais est-ce que c'est pas ça, finalement, la killer app de Google ? Le fait d'arriver à faire comprendre tous les êtres humains sur la planète avec la technologie. Microsoft fait ça aussi, mais j'ai l'impression un peu moins bien. Est-ce que c'est pas leur killer app ? Alors, killer app, moi, je sais pas. Je pense peut-être pas, parce que l'usage, c'est pas non plus phénoménal au quotidien. Je veux dire, au quotidien, la majorité des gens n'ont pas besoin
de traduire. Au quotidien, on parle avec des gens qui parlent notre langue. Quand on voit qu'on est dans un monde alors qui a été ralenti par la pandémie, mais qui est en pleine mondialisation, où malgré tout la langue est un obstacle, tu vois. Alors nous on parle un peu anglais, etc. On arrive à se débrouiller, mais demain n'importe qui peut parler avec n'importe qui d'autre qui pour un a voyage. une autre langue. Non, mais pour un voyage, typiquement, c'est hallucinant quand même. Pour un voyage, ça peut être, on prend, j'allais dire son appareil photo, maintenant c'est son téléphone. Est-ce que ça peut pas, tu vois, voilà, ouvrir des collaborations, créer tu vois, enfin. Alors je vois bien effectivement, par contre, des collaborations, peut-être avec des hôtels, avec je sais pas, enfin il y a mille et une choses qu'ils peuvent faire. Donc Killer App, je sais pas, mais en tout cas pour moi. Comme tu dis, il y a un usage, c'est-à-dire que l'objet est guidé par l'usage et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on crée un objet qui peut faire plein de choses et puis on le balance et puis les gens se débrouillent avec et trouvent les usages. En général, ça fonctionne pas trop. Donc là, voilà, cet usage précis, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Bon, évidemment, après, il faudra avoir le prix derrière. Mais par contre, ce qui est intéressant, on sait pas quand ça sort. Oui, on ne sait pas. C'est un proto. Il n'y a aucune information. C'est autant une démonstration technologique. Oui. Je pense que c'est une démonstration et de technologie et de volonté en fait. Bien sûr. Et comme toujours, de voir un peu comment les gens réagissent quand on sort ce type de choses. Bien sûr. Et bien voilà, on avait encore plein de sujets abordés, mais je me doutais bien qu'en 30 minutes, on n'allait pas aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre. À très vite. Avec plaisir. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint à 01net, et Raphaël Grabi de BFM Tech. Vous vous intéressez à la marque Honor, forcément. Ah oui. C'est intéressant de voir un nouvel acteur qui vole de ses propres Content de voir qu'ils reviennent en tout cas, parce que c'est quand même des super téléphones. Et bien voilà. Un beau reboot, ouais. C'est vrai. On en parle dans un instant avec mon invité qui me rejoint sur ce plateau. Ce sera Frédéric Gullet-Serian, qui est directeur commercial chez Honor France. De quoi je me mêle, la suite, tout de suite donc. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.